Bonjour à tous. Je suis désolé, ma voix est un peu abîmée. Et je vais essayer de prononcer les noms correctement. Alors, premièrement, j'aimerais vous présenter Sarah Olsvig du Groenland. Elle est la chef du parti Ataqatigiit, membre élu de Inatsisartut du Parlement du Groenland. Bien. Nous avons également Barb Shaw de l'Australie, Première Nation du Kateye Arente et je vais essayer encore. Walpiri Waranmungu. Ce sont les deux nations autochtones et elle vient du comité des femmes de Tarangitiere. Également David Bayang qui va venir au département et accidents nucléaires. Alors on va accueillir en tout premier lieu Mme Sarah Olsvig. Merci. On va préparer le PowerPoint. J'aimerais dire merci beaucoup de nous avoir invités. Merci aux organisateurs. Merci à la Nation Cri du Québec. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Et je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je sens vraiment que depuis quelques jours, j'ai créé une nouvelle famille. Je me suis fait de nouveaux amis unis contre l'extraction de l'uranium. Ça va être très difficile d'expliquer tout ce qui s'est passé à cette conférence quand je vais retourner chez moi. Je vais faire de mon mieux. Avant de débuter, même si je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais citer une chanson qui est chantée dans le Groenland dans le cadre d'une campagne anti-uranium. C'est ce que l'on appelle une prière. Mais ce n'est pas une prière chrétienne. C'est écrit par l'un de nos meilleurs artistes, Fralaisten. Et la mélodie est également de lui. C'est Mickey Thompson qui chante. Je ne vais pas chanter, je vais juste le citer. Ces vers sont adressés à la grande baleine, au grand ours polaire, au leader de Silla, c'est-à-dire c'est l'atmosphère. Et ce que l'on dit dans ce chant, c'est que les choses ne vont pas bien. Et la dernière phrase parle au grand aigle, au grand ours polaire, à la grande baleine, et dit « Expliquons au chef de Silla que quelque chose ne tourne pas rond. » Et c'est ce chant qui est actuellement chanté au Groenland dans le cadre de cette campagne. Bien. D'habitude, je ne suis pas très ému, mais là, je suis très ému. Alors, le titre de ma présentation, c'est « Nous avons le droit de dire non ». Et en fait, c'est très difficile actuellement au Groenland de convaincre les gens que nous avons ce droit, le droit de dire non. Et comme on l'a dit au tout début, je suis Sarah Olsvig, je suis leader du parti Ataqatigiit au Groenland. Je suis politicienne et je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de politiciens ici, mais les politiciens doivent également être informés et doivent être au courant de ce qui se passe. Ils devraient être ici. Pour vous donner un aperçu de où se situe le Groenland, nous sommes au milieu de l'Arctique. C'est l'île la plus grande du monde. Nous sommes voisins de ce que les médias appellent les superpouvoirs, les États-Unis, la Russie.
et le Canada, 5 pays nordiques. Le Groenland fait encore partie du Royaume du Danemark, mais nous avons l'autonomie gouvernementale depuis 2009 et nous avons l'autonomie culturelle depuis 1979. Il n'y a que 65 000 habitants sur cette grande île. Il y a tellement de ressources, tellement de minerais, tellement de ressources vivantes aussi. 2 millions de kilomètres carrés de surface. Nous avons 18 villes, à peu près 60 campements. Il n'y a pas de route entre les villes. Nous devons soit y aller par avion ou en bateau. Et voici les membres du Parlement. Il y a 21 membres du Parlement. Ceci, c'est l'ouverture en automne, après une élection spéciale, après un gouvernement de 1 année et demie seulement. Et j'aimerais dire un tout petit peu quel genre de système nous avons au Parlement. Alors, voici le Uraninamik. Peut-être que vous le reconnaissez. Les partis forment une coalition au gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a 3 partis politiques. Il n'y a aucun parti qui détient la majorité des 31 sièges. Sihanoukvit, c'est le parti qui a le plus de sièges, 11. Ensuite, le démocratique a 4 sièges et le Atsatut a 2 sièges. Et l'opposition également 11 sièges. Et il y a une autre opposition, le parti Naraltit, qui a 3 sièges. Alors, comme vous voyez, il y a une relation de pouvoir entre divers partis. Et malheureusement, nous n'avons pas obtenu les 300 votes à mon parti qui nous auraient permis d'avoir plus de sièges. Le Groenland détient beaucoup de ressources de minerais. Nous avons une très longue côte. Alors, vous voyez qu'au centre, il y a beaucoup de glace. Alors, il n'y a pas d'extraction au centre de l'île, mais le long de la côte, nous avons beaucoup de dépôts de minerais. Et j'aimerais dire que notre parti n'est pas contre l'extraction minière, mais nous sommes contre l'extraction de l'uranium, par contre. Alors ici, j'ai écrit pro. Ça veut dire que ces partis sont pro-extraction de l'uranium, mais notre parti est à l'unanimité contre l'extraction de l'uranium. Et il y a l'autre parti de l'opposition qui n'a pas encore pris de position officielle. Et ils veulent également un référendum, mais les partis au pouvoir actuellement ne veulent pas de référendum. Et tous ces projets, moins d'une poignée d'entre eux ont plus de 60 parties par million de minerais radioactifs dans la roche. Mais pourtant, le gouvernement on ne veut pas parler de tolérance zéro. 60 parties par million, c'était équivalent à tolérance zéro. Alors, il y a au sud du Groenland, tout près d'ici, là, une compagnie qui a une licence d'exploration, Green Minerals et Energy, et d'après ce que nous savons, c'est une propriété de compagnie australienne. Comme je l'ai dit, le gouvernement qui a gagné l'élection en 2013, certains des partis qui sont encore au gouvernement aujourd'hui, ils ont décidé que la tolérance zéro devrait être abandonnée, qu'on ne devrait plus l'appliquer. Mais ils n'ont pas fait de processus public à cet effet. Ils ont dit simplement que c'était suffisant d'avoir une élection à ce sujet. Les élire pour qu'ils deviennent dirigeants, ça signifiait que l'on abandonnerait la tolérance zéro. C'est ce qu'ils ont décidé. Alors, il a été décidé par un vote civil au Parlement. Il y a des gens qui voyageaient. On peut voir que 14 plus 15, ça n'égale pas 31. 14 ont voté pour, 14 contre.
vote pour la majorité. Moi, je lui dis que ce n'était pas un processus démocratique. Ce n'était pas suffisant d'avoir simplement une élection générale où il y a beaucoup de sujets sur lesquels on peut faire la campagne. Alors, je ne pense pas que c'était vraiment très démocratique de prendre une décision avec un seul vote de majorité. Notre suggestion, le compromis, c'était d'avoir un référendum national. Ça n'a pas été possible, c'est ce qu'ils ont dit. Mais nous disons que nous devrions encore avoir un référendum. Mais si c'est le cas, nous devons informer les gens avant le référendum. Voici donc le sud du Groenland où se trouve ce projet, ici. Et ici, vous avez des régions où il y a des fermes et des moutons. Vous voyez ici, c'est la zone Nitsatsa, le dépôt d'uranium et des éléments de terre rares. Alors, il y a de l'information qui a été distribuée dans tous les foyers et c'est les mêmes qui financent l'équipe de soccer. Et ils ont dépensé beaucoup d'argent pour une campagne médiatique durant les élections. Et le problème, c'est que il y a des ONG qui devraient faire la contre-information, devraient bien informer les gens, parce qu'actuellement, les gens ne reçoivent pas toute l'information. Actuellement, il nous reste qu'une seule minute qui nous reste. Est-ce que nous avons le droit de dire non? Bien entendu. La déclaration de l'ONU sur les peuples indigènes parle de l'information éclairée, le consentement éclairé. Alors, cela fait partie de notre droit. On a le droit de dire non. On doit informer avant de pouvoir prendre une décision. Nous parlons également d'un processus clair, transparent, impartial. Ce n'est pas ce qui s'est passé au Groenland. Et la question principale, c'est comment est-ce que nous pouvons le faire? Qui est responsable? Et quand est-ce que nous disons oui ou non? Tout cela, ça fait partie de la construction d'une infrastructure démocratique. Et la question également, c'est est-ce que la démocratie peut être abusée? Je pense que l'on peut abuser de la démocratie. Nous avons l'autonomie gouvernementale, nous avons notre Parlement, nous avons notre gouvernement. Mais s'ils choisissent de ne pas respecter tout cela, alors je pense qu'on abuse. C'est un abus de la démocratie. Ce n'est pas juste de mettre en œuvre les droits autochtones au niveau de l'État. Non, c'est aussi mettre en œuvre cela à tous les autres niveaux de gouvernance, à tous les autres niveaux du leadership. C'est un sentiment horrible de faire partie d'une société qui se bat pour ses droits depuis des siècles avec d'autres peuples indigènes, autochtones. Et si vous êtes témoin de ce processus, il y a juste quelques années après avoir eu la déclaration de nos droits, eh bien, il faut que cela fonctionne de façon pratique. Il faut le mettre en œuvre pour que ça signifie quelque chose. Qu'en est-il de la coopération, de la responsabilité, de toutes ces belles paroles, du compact des Nations unies, de la participation du public pour l'environnement, etc., etc. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que tous ces droits qui sont excellents, les gens se sont battus pour, que ça fonctionne, que ce soit appliqué et que quand les corporations arrivent, quand l'ONU arrive avec le Global Compact, il faut qu'il y ait un contenu. Sinon, ce n'est qu'une fraude. Et si vous avez ici à Souk, au sud du Groenland, c'est une région agricole et où il y a des moutons, nous devons faire des priorités. Peut-être qu'on va faire autre chose que l'extraction minière. On veut peut-être faire plutôt des fermes, un élevage de moutons. Peut-être que ça ne va pas avec l'économie, mais nous avons le droit de faire nos propres priorités. Actuellement, on ne priorise pas les moutons, l'élevage, les fermes. Si l'on commence à faire l'extraction minière, ce sera la fin de ces activités. Alors, c'est une question de bonne gouvernance, c'est une question d'être en mesure de comprendre que quand vous avez le pouvoir, vous avez également la responsabilité entre vos mains. Et les grands défis, c'est que nous avons besoin d'être informés. Notre public doit comprendre que
Il y a des conséquences locales et globales et nous devons avoir la capacité d'améliorer nos compétences de façon à ce que les gens soient bien informés de tout ce qui se passe. La dernière chose, c'est que nous avons besoin d'alternatives véritables. Actuellement, quand nous faisons une campagne anti-extraction de l'uranium, on nous dit que nous sommes contre le développement, que nous sommes contre l'autonomie gouvernementale. Ils disent que vous ne voulez pas faire de l'argent pour le Groenland, vous voulez être dépendante. C'est terrible d'entendre ça. D'être leader de l'opposition et se faire dire ça. Bien entendu, on veut un bon avenir pour notre peuple. Alors, on peut encore dire non. C'est la dernière diapositive. NAMIC sur Facebook. C'est un groupe qui dit « Dites non à l'uranium ». NARTSAC, l'organisation des éleveurs de moutons. Et nous avons encore du temps pour éviter d'avoir de nouvelles mines qui seront ouvertes au Groenland. Mais nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de l'aide du mouvement anti-uranium au Groenland, mais ailleurs aussi, pour que tous ceux qui sont contre s'unissent pour informer les gens. Voilà, j'ai terminé. Ce n'est pas encore terminé. Merci. Venez nous visiter. Merci. Je ne parle pas très rapidement. Je ne parle pas très vite. Bonjour à tous. J'aimerais reconnaître le territoire traditionnel sur lequel nous nous tenons aujourd'hui. Et j'aimerais reconnaître Mike Aiche, qui a présenté des séances cette semaine. Je viens de pays du premier monde, une société multiculturelle. Mon pays a été colonisé par les Britanniques. Depuis 200 ans, les explorateurs sont arrivés et ils ont développé l'Australie. Eh bien, ils ont en partie tué notre peuple. Ils nous ont placés dans des réserves et dans des territoires. Jusqu'à ce jour, nous sommes au même endroit. Ce sont des explorateurs qui sont arrivés dans notre pays à la recherche de minerais. Depuis quelques jours, nous avons appris que le bien, le mauvais et les autres sont arrivés au nom de l'industrie nucléaire. Mais si nous prenons une minute pour réfléchir, si nous contemplons l'histoire associée avec l'extraction de l'uranium et de l'industrie nucléaire, cela fait peur. Parce que je m'intéresse à ce sujet depuis plusieurs années. Alors, je parle avec mon cœur et je parle au nom de mon peuple. Je suis un petit peu nerveuse aussi. Je suis nerveuse. La Terre-Mère a été créée pour nous tous et nous avons été créés pour protéger la Terre. Depuis l'aube de la création, depuis que nos ancêtres sont là, nous avons des droits issus de notre naissance. Nous sommes les gardiens de la Terre, les protecteurs des écosystèmes. Notre peuple a toujours agi ainsi, en étant à l'avant-garde de la protection de notre territoire. Il y a plusieurs nations au sein de l'Australie. Il y a des gens qui disent qu'en Australie, on est chanceux. C'est un pays de l'opportunité. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Pas pour nous. Notre peuple a toujours
a toujours habité sur le même territoire depuis plus de 60 000 ans. Et l'industrie nucléaire n'est en Australie que depuis 1950. Notre peuple est encore la principale opposition contre l'extraction de l'uranium et contre l'industrie nucléaire. Le gouvernement, les développeurs des politiques veulent toujours faire des politiques qui vont affecter notre peuple pour garder notre peuple opprimé. Ils font des lois, des politiques qui changent tout le temps, qui sont un bénéfice pour eux, mais pas pour nous. Mais pour notre peuple, nos lois ne changent pas parce que c'est la loi de la terre. Nous suivons la loi de la terre. Les chefs d'État font toutes sortes d'ententes avec d'autres pays et ils tentent d'appliquer ces ententes, ce qui peut signifier des explorations, des opérations minières. Et notre peuple a créé un collectif. On a commencé à se lever, à agir contre l'industrie de l'uranium et nucléaire à travers le monde. Nous avons décidé de travailler pour l'humanité. Nous avons commencé à pointer des doigts même. Nous avons pointé le doigt vers les chefs d'État parce que ce sont eux qui établissent les politiques. Parce que les meilleures pratiques, ça n'existe pas pour l'industrie nucléaire ou pour l'extraction de l'uranium. Je ne veux pas être ici comme un prêcheur, parler devant les convertis. Non. Les peuples non autochtones et les autochtones doivent commencer à respecter les déclarations sur les peuples indigènes de manière à appuyer les peuples indigènes qui se lèvent contre les chefs d'État. En 2007, les Nations unies, l'Assemblée générale, a adopté la Déclaration sur les droits des peuples indigènes. Malheureusement, l'Australie était l'un des 4 pays qui a ignoré, qui n'a pas appuyé cette adoption. La Déclaration des Nations unies peut être utilisée comme outil, comme ligne directrice pour notre peuple, pour exercer nos droits en tant que peuple indigène. De plus, nous pouvons utiliser les traités et conventions des Nations unies pour faire en sorte que les chefs d'État soient imputables de leurs actions. Un exemple de ce que nous faisons, là où je vis, dans mon État, nous avons alors ici, vous avez un exemple, justement, un exemple de ce que les peuples autochtones devraient faire pour déterminer de ce qui sera ou ne sera pas développé sur leur territoire. Et ceci inclut le droit, selon la Déclaration des Nations unies sur les peuples indigènes, la Convention internationale sur les droits sociaux et économiques, la Convention 169. Alors, ça veut dire que nous nous levons pour notre pays. Mais la question, c'est que faisons-nous à ce sujet? Notre gouvernement veut étendre l'extraction, mais nous nous levons pour dire non. Jeffrey Lee, de la nation Conglaran, notre gouvernement, notre chef d'État, a tenté de faire des ententes avec plusieurs entreprises, mais il a dit non, nous ne voulons pas d'extraction de l'uranium sur notre territoire.
Et nous sommes d'accord avec lui. Quand vous creusez, si vous creusez sur mon territoire, vous allez me tuer. Et je ne veux pas d'argent. Alors, clairement, Jeffrey Lee peut voir que l'argent n'est pas un intérêt pour lui. Il ne s'occupe pas d'argent. Il veut protéger sa terre. Un autre exemple, Protecting Manawanku, c'est ce qui est montré. C'est l'histoire de notre territoire. Ce sont deux peuples qui s'opposent à un entrepôt de déchets nucléaires. Parce que vous savez que nous ne sommes pas tous pour l'uranium, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, la situation en Australie, c'est que notre chef d'État, encouragé par, je dirais, des pantins au gouvernement, croit que l'Australie pourrait être le leader en tant que dépôt de déchets nucléaires mondial. Si vous voyez une carte de l'Australie, vous voyez clairement qu'il y a des mines d'uranium qui existent déjà et il y a des sites pour l'entreposage des déchets nucléaires. Alors moi, je vis sur la plage la plus ancienne du monde. Et je peux encore marcher sur la plage, je peux encore vivre librement sur ma terre. Les chefs d'État ne voient pas ce que je vois, semble-t-il. Ils ne comprennent pas ce que nous faisons, semble-t-il. C'est une façon de montrer ce que certains veulent planifier en Australie pour notre pays. Les chefs d'État ne sont pas venus cogner à ma porte, ne m'ont pas demandé si l'on veut faire un partenariat pour développer l'uranium. Ils ne sont pas venus me voir personnellement. Ils n'ont pas pris une tasse de thé avec moi. Ils n'ont pas partagé un repas avec moi. Ils ne m'ont pas demandé si je voulais d'avoir des déchets nucléaires dans ma cour, sur ma terre. Alors, quand j'entends parler de ce qui se passe à travers le monde, quand vous voyez l'Australie, l'environnement dans lequel nous vivons, que ce soit l'environnement politique ou l'environnement pour l'homme et la femme de tous les jours, ceux qui ont une famille. Nous devons nous lever devant ces gens. Nous devons créer l'élan. Nous devons nous baser sur la force du peuple, force des gens. Nous devons mettre les gens devant le profit et nous devons laisser l'uranium dans le sol. Merci. J'aimerais aussi ajouter quelque chose à ce propos, peut-être soutenir aussi les invités qui ont été là. On aimerait aider les gens aussi en Australie. Nous avons des gens ici, des gens d'une organisation comme la Fondation de conservation d'Australie qui existe, et on crée une alliance nationale pour cibler ces secteurs. Et je pense qu'une des principales choses qui a été dit, en fait, qui fait partie de ces enjeux politiques. Il s'agit de se lever, il s'agit de se joindre à des partis politiques et s'assurer, vous savez, que les gens à l'intérieur, qu'il y ait des gens qui fassent partie de ces décisions, de tous ces processus de décision. Alors, il faut s'infiltrer en quelque sorte, faire partie de tous ces pouvoirs. Il y a des élections dans les différentes provinces, États et au pays.
Alors, il faut essayer de changer la mentalité des gens. Il faut changer aussi la mentalité des élus et aussi les gens qui sont à la tête de ces États. Les exemples qu'on a eus là, ça montre exactement ce que les gens font tous les jours. Merci beaucoup. Deux courtes questions. De ce côté-là? Merci. Ma question est au présentateur du Cameroun. J'ai entendu des présentations comme ça, plusieurs conférences. Je me demandais, j'ai l'impression finalement que le colonialisme européen est réprimé par le colonialisme corporatif. La différence est pas très grande parce que les gens du tiers-monde, comme on dit, c'est eux qui sont touchés. C'est votre expérience, le colonialisme des pays d'Europe est remplacé par le colonialisme des compagnies. Merci. Il faut dire que pour le cas de l'Afrique, les choses ne sont pas pareilles pour les pays anglophones. Les pays qui ont subi la colonisation britannique et ceux qui ont subi la colonisation française. Du côté des secteurs des pays de la colonisation française, au départ, la France, avant de quitter ses États, dans les années indépendance, en 1960, il y a eu ce qu'on appelle les accords de défense. Ces accords de défense visaient à garantir la sécurité pour ces États. Mais dans ces accords, il était prévu qu'en matière de ressources naturelles, la France est prioritaire. Ces documents existent, vous pouvez les retrouver sur Internet, certains accords de défense, notamment du Gabon, de la Centrafrique. Et derrière cela, il y avait la monnaie unique. Donc, nous avons une monnaie qui est fabriquée en France et la parité dépend de la France. Et donc, nous ne pouvons pas prétendre avoir une économie aussi saine si nous avons une monnaie qui dépend d'un autre pays. Donc, pour être plus précis, la colonisation, oui, ça se poursuit, avec les multinationales aussi. Il va falloir peut-être une révolution générale, mais pour le moment, nous subissons le poids de l'économie, le poids de cette monnaie, le poids de l'histoire aussi. Voilà. One last, Michael. Une dernière, Michael. L'uranium est un problème de santé. L'uranium tue. Les impacts en Mongolie, en Australie, sur la faune en Afrique et au Japon. Je vous incite, vous tous, essayez de trouver qui sont ceux qui sont responsables de la vie humaine et de la vie des animaux. Il faut qu'ils acceptent de travailler avec vous. Cette île, c'est une belle histoire parce que les médecins vivaient là. Alors, quand le gouvernement a entendu parler de ces 20 médecins qui étaient prêts à quitter, là, le gouvernement a écouté. Et parce que les médecins sont prêts à vous aider à lutter. Merci beaucoup.
au sujet des femmes au Parlement de Groenland, on est près des 50-50. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais il y a beaucoup de femmes en politique. Et nos partis, pour l'instant, il y a 7 femmes, 4 hommes sur les 11 membres du Parlement, les députés que nous avons. Mais on doit aussi parler de l'éducation des enfants. Pendant la campagne politique en Groenland, il y a une chanson qui parle de l'uranium. En plus de la prière que je vous ai récitée. Et on parle de l'uranium partout. Tout le monde était fâché. Un matin, au petit déjeuner, ma fille m'a demandé c'est qui c'est cette personne qui s'appelle Uranium? Elle avait 6 ans. Et elle ne comprend pas tout à fait c'est qui l'uranium. Mais il faut aussi trouver des façons d'informer, de renseigner nos jeunes, nos enfants. Et une équipe spéciale qui serait créée, ce serait magnifique. Nous, notre défi, et moi, mon défi personnel, c'est que moi, je suis en politique et nous, on essaie justement de faire en sorte que le mouvement anti-uranium ne soit pas un parti politique. Non, non, il faut que ce soit intégré. On prend un petit peu de recul. On regarde les organisations, mais ils n'ont pas les capacités, ces autres organisations. Il faut rallier tout le monde. Une équipe spéciale ou un réseau spécial, peut-être. Peut-être que nous, évidemment, ici, il y a beaucoup d'Autochtones un peu partout, devraient communiquer davantage pour raconter nos histoires. Peut-être que le public écouterait nos histoires. J'aimerais finalement dire également que j'ai eu la chance de regarder l'ébauche finale de la déclaration sur l'uranium et c'est excellent. Un magnifique travail, j'espère que le symposium sera en mesure de compléter ça aujourd'hui parce qu'on va l'utiliser comme outil chez nous. Merci énormément. Et oui, il faut toucher les gens dans leur âme, dans leur esprit, mais il faut être que ça vienne de la société, non pas imposer à la société.